Bonjour à tous et bonjour à ceux qui nous ont rejoints, donc étudiants ou parents d'étudiants qui veulent des informations donc sur les formations en quatrième et cinquième année de droit à la FACO. Donc on va passer cette heure à vous présenter avec l'équipe donc les formations proposées donc en droit. Donc la FACO Paris, donc pour certains qui sont déjà inscrits chez nous connaissent, mais pour les étudiants qui sont extérieurs, petite présentation rapide. Donc la FACO Paris est située dans le 6e arrondissement de Paris, donc tout près du Jardin du Luxembourg, c'est dans le quartier étudiant. Donc nous proposons donc des formations en gestion et en droit. Bon, pour la gestion, ça s'arrête en troisième année, donc là, on n'en parlera pas là pour cette heure. Ce qui fait la différence entre la FACO et d'autres établissements universitaires, c'est nos petits effectifs notamment, avec un enseignement similaire un corps professoral composé donc de professeurs, de doctorants et de professionnels. Mais les petits effectifs font vraiment une différence puisqu'on a un accompagnement du coup beaucoup plus personnalisé, ce qui fait qui participe beaucoup à la réussite de nos étudiants. Avant d'entamer, je vous présente rapidement donc l'équipe. Donc nous avons Monsieur le doyen, Monsieur Hubert de la Brûlerie, qui est notre nouveau doyen, qui lève la main. Nous avons Monsieur Thévenon, notre directeur d'établissement, Marie-Christine Cochipsaume, notre ancien doyen et professeur de droit à la FACO, Maître Alexandre Levillain, qui est aussi professeur de droit, donc plutôt sur la spécialisation patrimoine. Nicolas Albertini, qui est un étudiant de la FACO et qui témoignera un peu de son expérience parmi nous. Et nous avons aussi Julia Berman, qui malheureusement, pour un problème technique, on ne peut pas la voir, mais qui est directrice de l'établissement à l'ISP et qui la prépa ISP et qui est avec nous aussi pour nous parler d'une formation qu'on a en partenariat avec l'ISP sur les carrières judiciaires. Voilà, je vais laisser la parole donc à Monsieur Thévenon. Monsieur Thévenon. Oui, merci Sandrine. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à tous les étudiants de la FACO et extérieurs qui nous ont rejoints pour cette rencontre digitale particulière puisqu'elle est très orientée autour des quatrième et cinquième années. Donc le message ne sera pas le même évidemment que celui qu'on fait passer aux candidats qui sont encore lycéens et qui candidatent pour une première année. Donc très rapidement, je vais vous présenter l'esprit FACO et une photo de la FACO, ce qu'est la FACO. Donc la FACO, c'est une faculté libre, privée, qui a plus de 50 ans, qui a été créée en 1968 sous format associatif. Donc c'est une association loi 1901, ce n'est pas une business school. C'est important, je le souligne. On est situé en plein centre de Paris, entre la rue d'Assas et le boulevard Montparnasse, à 200 mètres de la station Port-Royal. Donc, au niveau géographique, toutes les voies de communication sont disponibles. On est également à 200 mètres du Crous, de Port-Royal. Voilà. Donc, Sandrine l'a dit, on a à peu près une centaine de professeurs, dont les 3/4 sont des universitaires ou des docteurs ou des doctorants, et le quart restant étant des gens issus du milieu professionnel, notaires, avocats, huissiers, voilà. La FACO, c'est du droit du bac plus 1 jusqu'au bac plus 5. Donc ce soir, ça sera orienté bac plus 4, bac plus 5. Et une filière économie-gestion qui ne va que jusqu'au bac plus 3. Voilà. Alors, ce qui est important de souligner, et c'est ce qu'a dit Sandrine, c'est que la FACO s'est volontairement réduit à 350, 400 maximum étudiants. On peut en accueillir beaucoup plus. Les circonstances actuelles nous donnent encore plus raison, puisque ça nous permet, depuis quelques semaines, de faire du présentiel. Alors, un peu moins sur certaines années, notamment les 5 et les 4 qui sont un peu moins compte tenu de leur emploi du temps, mais on arrive aujourd'hui, pour les premières années, à avoir un taux de 50% de cours en présentiel sur la semaine, ce qui est très bien pour nos étudiants. Voilà. Et la FACO, c'est également un certain nombre de partenariats, un partenariat avec ISP, spécialiste des prépas. On vous parlera de cette formation tout à l'heure et la directrice de l'ISP est avec nous ce soir, Madame Julia Berman, je la remercie.
Un partenariat avec Admission Parallèle. Donc là, c'est très orienté sur la troisième préparation école de commerce en troisième année d'économie-gestion. Donc, on n'évoquera pas ce partenariat ce soir. Et un nouveau partenariat qui ouvre au mois de septembre, qui sera abordé tout à l'heure avec les hautes études internationales et politiques, l'école HEIP, qu'on détaillera tout à l'heure. Voilà. Sandrine, je vous redonne la main. Oui, merci. Je crois qu'on va directement en fait passer à Monsieur le doyen qui avait des choses à nous dire sur notamment les nouvelles formations, je crois. Oui, merci Madame Cher. Merci, bonsoir à tous. Moi, j'ai pas grand-chose à dire parce que ceux qui sont là ont devant eux les deux personnes les plus importantes. C'est Monsieur Levillain. J'aurais dû commencer par ma collègue Madame Cauchy-Psaume. Ce sont les deux personnes qui dirigent, supervisent, développent les filières de Bac+4, Bac+5 en droit de la FACO. Moi, je veux juste dire deux choses en introduction. C'est que ces filières Bac+4, Bac+5, on les appelle aussi Master 1, Master 2, mais je dois être très clair, elles ne délivrent pas le diplôme national de Master. Le contenu de ces filières et effectivement respectent ce que font les autres masters dans les universités. Mais nous ne délivrons pas ce diplôme, ce qui veut dire que la FACO est obligée d'attirer les étudiants par la qualité de ses études, pas par le statut juridique de son diplôme. Et la qualité des études, c'est le point fort de ces études de Bac+4 et de Bac+5 en droit. La meilleure preuve, c'est le second point de mon propos, c'est que les pilotes de ces formations, Madame Cauchy-Psaume, Monsieur Levillain, ont à cœur chaque année de faire évoluer ces formations pour les diriger vers ce qui paraît le plus nécessaire. Je veux juste donner deux exemples, mais qu'ils vont développer. Dans les filières de Madame Cauchy-Psaume, on en a parlé encore aujourd'hui, l'année prochaine, un cours nouveau va être introduit notamment en théorie du droit. C'est très important pour la suite des concours, pour ceux qui veulent préparer des concours juridiques ou judiciaires. Donc il y a des cours nouveaux qui sont introduits pour répondre à l'évolution des contextes. Et dans les filières de Monsieur Levillain, je sais que celui-ci a souhaité introduire un cours de médiation qui reprend les évolutions les plus récentes de la tendance de résolution des conflits. Donc, les enseignants qui pilotent ces filières suivent parfaitement les évolutions, sont capables d'adapter ces filières au mieux des besoins et de l'environnement. Et donc, c'est la raison pour laquelle cette année, nous avons eu un nombre très important d'étudiants dans les filières, notamment de droit privé international, de droit patrimonial, etc. Ce sont donc une garantie de qualité que je veux ici porter à la connaissance de tous ceux qui nous écoutent. La FACO fait tout pour que ces filières soient d'une qualité absolument de même niveau que la qualité des études dans des filières de master aux universités. Je vous remercie de votre attention. Alors, Marie-Christine, je pense qu'on va du coup commencer à la présentation de vos masters, enfin de vos formations, donc en droit international des affaires, et avec l'option, enfin qui n'est pas une option, qui est un autre parcours avec une base commune qui est donc droit et relations internationales. On est d'accord? Voilà. Je vais tout expliquer. Merci beaucoup, Sandrine. Bonjour à toutes et à tous. Et c'est un réel plaisir de vous donner des informations utiles, précieuses sur votre avenir au sein de cette faculté qui existe depuis de nombreuses années. Dans le cadre des formations, donc Bac+4 et Bac+5, on a affaire quand même à des formations qui existent depuis de nombreuses années et qui ont eu des résultats extrêmement significatifs, bien sûr, en termes de débouchés professionnels. La FACO forme depuis plus de 50 ans, on le sait, des avocats, des notaires, des huissiers, des commissaires-priseurs, des commissaires de police, des juristes d'entreprise et même toute une série de formations juridiques, de professions juridiques qui sont à la périphérie.
Et pour cela, il y a un noyau très très dur et très fort au niveau donc des formations qui correspondent effectivement à des masters, master première année, master deuxième année. Et la FACO va proposer 4 niveaux de quatrième année. Ça, c'est la première chose. Alors, ce qui est important, avant de présenter d'abord ces formations qui sont effectivement soit orientées sur le domaine de l'international, soit plutôt sur le domaine de la gestion de patrimoine, du droit des affaires, voire du droit privé. Ce qui est important de préciser et ce qui consolide bien sûr ces formations et qui amène bien souvent beaucoup d'étudiants à candidater, c'est que ces formations sont reconnues comme une équivalence d'une certaine manière à ce qu'on appelle une maîtrise, voire un master 1, en vue de passer le concours du barreau. Et ça, c'est un point fondamental. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont actuellement en licence, alors à la FACO ou ailleurs, et qui aspirent à être avocat ou même ne savent pas véritablement. Mais le fait de pouvoir faire une quatrième année qui puisse permettre de préparer ce concours, de suivre un IEJ et de passer ce concours, c'est un argument supplémentaire, effectivement, outre les atouts soulignés donc par notre doyen et même Vincent Thévenon et Sandrine Cher. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est la solidité un petit peu de ces formations qui vous permettront de passer, enfin du moins de vous inscrire pour passer le concours du barreau. Alors au niveau du droit international, il y a depuis maintenant plus de 10 ans une formation qui se décompose donc en 2 années, qui est une formation de droit international. Alors on a ce droit international qui est quand même très axé sur le droit international des affaires au niveau d'un bac plus 4 et qui effectivement va évoluer vers un droit des affaires en bac plus 5. Donc là, c'est la suite logique. Comme il l'a été dit, la FACO a signé un partenariat avec HEIP, qui est une école sur les hautes études en droit international, mais très orientée sur les carrières diplomatiques et les relations publiques internationales. Donc, on n'est pas complètement dans le domaine du droit des affaires. Simplement, les étudiants qui sont inscrits à HEIP peuvent avoir envie aussi d'avoir une perspective un peu plus privatiste en droit international. Et on a même des étudiants de la FACO donc qui sont inscrits en droit international qui ont envie d'avoir une perspective plus publiciste en droit international. Et donc, ce partenariat est proposé au niveau de la quatrième année, ce qui nous amène à considérer que nous avons 2 formations de droit international à proposer, une qui est effectivement propre à la FACO et en droit des affaires, et une qui se fait dans le cadre du partenariat avec HEIP et qui est évidemment concentrée sur une partie, on va dire, diplomatique, diplomatie, relations publiques, et une partie toujours privée, ce qui va donner une sorte de double profil pour ces étudiants. En tout état de cause, que vous soyez en droit international, purement droit des affaires, ou en droit international, on va dire relations publiques, diplomatie, en partenariat avec HEIP, l'accession se fait au niveau de la 2e année, qui est la seconde année, évidemment, de ce parcours, qui est un parcours commun. Voilà, ça, c'est la première chose. Il faut savoir que dans ces formations de droit international, le programme, c'est véritablement une étude approfondie de la matière. Si je prends l'exemple du droit des affaires internationales, on est véritablement sur un programme qui va aborder le contexte, on va dire, des relations commerciales internationales, mais on a une approche aussi extrêmement contentieuse des rapports contractuels qui sont noués en fait entre les partenaires à ce contrat. Donc il y a quand même une approche très approfondie et on retrouve cette même approche très approfondie dans le parcours droit international diplomatie. Ce qui va donner une dimension pratique et professionnalisante maintenant, c'est que les cours sont organisés sur 2 jours, 2 semaines. Donc vous avez 2 jours de cours où véritablement c'est de la théorie, évidemment, elle est essentielle, elle est fondamentale, elle est incontournable, bien sûr, et on laisse la possibilité aux étudiants de compléter ces 2 jours de cours par un stage qu'on appelle un stage alterné. Alors pourquoi dit-on que c'est un stage alterné? C'est pas une alternance, c'est un stage alterné. Eh bien parce que les étudiants vont faire 2 jours de cours, 3 jours de stage.
Voilà. Et donc, c'est cette alchimie, finalement, qui va permettre à ces étudiants d'avoir à la fois cette approche fondamentale des matières nécessaires à être opérationnels sur un terrain beaucoup plus professionnel et concret des litiges qui peuvent effectivement affecter les relations du commerce international. C'est une formation qui donne de très bons résultats et pour laquelle nous avons chaque année effectivement différents stages qui sont obtenus par les étudiants. Alors, on ne va pas prendre l'exemple de l'année 2020, on sait très bien que c'est difficile pour tout le monde, mais jusqu'en 2019, ce sont des étudiants qui trouvent des stages quand même dans des sociétés qui ont une dimension extrêmement importante sur la scène internationale. On peut avoir chez Total, on peut avoir chez Orange, on a eu chez Bouygues, on a eu chez Vinci. Donc, ce sont quand même des structures qui sont significatives. Et ce qui est très positif pour ces étudiants, c'est qu'ayant commencé leur stage, ils ont pu par la suite obtenir des contrats à durée déterminée, éventuellement évoluer donc en contrat à durée indéterminée. Voilà, donc c'est cette possibilité, 2 jours de cours, 3 jours effectivement de stage. Si l'étudiant ne trouve pas son stage, et ça c'est très important, cela ne remet pas en cause son inscription. Parce qu'on n'est pas dans un système d'alternance. C'est véritablement 2 jours de cours. Si effectivement les 3 autres jours ne sont pas occupés par un stage, l'étudiant peut reporter dans l'année ce stage. Les cours se terminent au mois d'avril. À ce moment-là, l'étudiant commencera son stage au mois d'avril. Ce qui compte, c'est 120 jours de stage. C'est à peu près 6 mois. Donc, c'est 120 jours ouvrés de stage et la convention délivrée par la FACO, puisque c'est un stage sous convention, la convention délivrée par la FACO couvre ces 120 jours. Voilà. Donc, ça, c'est le premier programme en droit international niveau Bac+4 de formation avec une formation Bac+5 qui est la suite, bien sûr, logique. Je précise juste une chose, c'est que la formation Bac+5 en droit des affaires internationales peut, par la voie de la passerelle, être proposée également à des étudiants qui sont en Bac+4 droit des affaires. C'est important. Alors, on dit que c'est une passerelle parce que les étudiants qui sont en droit des affaires peuvent, en toute logique, se destiner à plutôt intégrer une formation gestion patrimoniale, gestion financière. Et M. Alexandre de Villain va vous en parler. Mais voilà, il ne faut pas oublier que on accepte bien évidemment des étudiants qui seraient en droit des affaires et qui finalement, au bout d'un an, parce que vous restez quand même très jeune et vous avez le droit de changer un peu d'avis, qui au bout d'un an se diraient finalement j'ai envie d'internationaliser mon programme et mon expérience et je souhaite effectivement aller en droit international des affaires. Sur le tableau qui vous est présenté, on le voit bien, on a droit international des affaires et droit international diplomatie, et en dessous, on a effectivement le droit des affaires, voilà, qui peut mener également au droit international des affaires en niveau Bac+5. Voilà, alors Sandrine, je m'arrête là, je continue, dites-moi tout. C'est vous qui venez. Alors, juste avant de continuer sur d'autres formations, moi j'aurais bien aimé que Nicolas, par exemple, nous raconte un peu son stage, par exemple. Comment est-ce qu'il a trouvé un stage facilement? Qu'est-ce que ça lui a apporté? Est-ce que c'est un vrai plus? Voilà, qu'il nous raconte un peu. Alors moi, je peux en parler. Alors moi, j'ai pas eu de stage dans mon cursus. J'ai mieux que ça. J'ai eu le mémoire. Dont j'aimerais parler un petit peu. Il se trouve qu'à la FACO, dans certaines formations, le mémoire se fait dès la 4e année de droit, c'est-à-dire pas dans la 5e comme dans beaucoup de facs publiques, c'est-à-dire à équivalent M1 et non M2. Le mémoire, j'aimerais en parler un petit peu parce que c'est quelque chose, je crois, de très très important dans la qualité de l'offre de la FACO, parce que le mémoire, c'est 2 choses. C'est un outil de progression pour l'étudiant parce que c'est une des problématiques que l'on n'est pas habitué en licence. C'est apprendre à trouver des sujets, apprendre à chercher, apprendre à s'approprier des sujets. De toute façon, la grande différence entre la licence et le master, certains le savent déjà, d'autres en feront l'expérience, c'est que en master, il faut s'approprier les cours, il faut s'approprier les thématiques, il y a des devoirs de recherche à faire en général, des exposés, etc. Et le mémoire, dès la première année, la 4e année, donc la première année post-licence à la FACO, est très important parce qu'il va permettre d'aller chercher des sujets, d'aller chercher des thématiques, d'aller apprendre à faire de la recherche, à se poser des questions qu'on n'avait pas pu se poser sur l'articulation des sujets, des concepts, etc.
et c'est une façon de mûrir énormément dans son apprentissage. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et donc, soit on a le stage dans les cursus où il y a un stage qui permet effectivement l'apprentissage de la vie en entreprise lorsque ça n'est pas arrivé avant, l'apprentissage de l'application des cours théoriques et finalement une façon de comprendre les cours enseignés, ne serait-ce qu'en licence, à la lumière d'une pratique des plus concrètes et des plus enrichissantes finalement. Et le mémoire, dans un autre registre, puisqu'il s'agit de faire de la recherche, c'est aussi un enrichissement et je crois que c'est très important d'offrir dès la 4e année de droit aux étudiants la capacité d'aller s'épanouir dans des sujets qui sont des sujets de travaux qui sont assez concrets. On n'est plus sur uniquement de l'apprentissage de cours comme c'est le cas en licence, on est vraiment dans une capacité à s'approprier les sujets, à s'approprier les matières. C'est aussi très intéressant et j'en parle parce que il faut le savoir, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience. Dans la recherche des M2, le fait d'avoir fait un mémoire en M1, c'est très important, enfin en M1 ou en 4e année, c'est l'équivalent. C'est très important parce que ça permet vraiment d'être un vrai plus sur un dossier, de montrer que l'étudiant a déjà franchi le cap de l'apprentissage des recherches, de l'apprentissage du travail personnel, de l'apprentissage de la rigueur, de la rédaction universitaire, toutes ces choses qu'on ne fait pas tellement en licence, qu'on ne fait parfois pas en 4e année, on le fait à la faco, nous en particulier. Ça va permettre vraiment de bonifier un dossier et ça dans le cadre des recherches de 5e année de droit et de M2, c'est très important. C'est quelque chose sur lequel j'attire vraiment l'attention des étudiants en 3e année. C'est une façon de bonifier un dossier, de bonifier une expérience. Et ça, c'est quelque chose qu'on propose à la faco lorsque ce n'est pas le stage dont a parlé Madame Kochitsoum. Merci Nicolas. Maître Alexandre, si vous voulez du coup nous présenter la formation droit du patrimoine. Bonsoir à toutes et à tous. Donc je vais être assez rapide parce que l'heure tourne et je crois qu'il sera intéressant au public de pouvoir poser des questions éventuellement. Donc je suis en charge du second cycle, 4e et 5e année en droit patrimonial. Donc ce sont des formations assez généralistes mais professionnalisantes comme l'a expliqué Marie-Christine, puisqu'en 5e année, tous les étudiants peuvent suivre tout au long de l'année un stage alterné et on est à 100% cette année d'étudiants qui ont déjà trouvé leur stage de fin d'études ou alterné en 5e année dont je vais parler tout à l'heure. Donc ça, l'organisation du cycle est classique, 4e, 5e année. Donc la 4e année droit patrimonial présente bien évidemment les particularités en 4e année de tout ce qui est droit patrimonial de la famille, succession, régimes matrimoniaux, auquel bien sûr en matière fondamentale on va rajouter la fiscalité. Alors l'intérêt de cette 4e année, c'est qu'il y a pas mal d'options qui sont possibles dans chaque mention, donc 2 mentions, mention notariat, donc comme son nom l'indique, pour préparer éventuellement à une poursuite vers un master de droit notarial ou à la faco une 5e année droit du patrimoine et ingénierie financière. Et vous avez une mention immobilière qui a une connotation plus précise dans l'immobilier, notamment pour tous les métiers de l'immobilier, que ce soit conseil, promoteur, etc., voire des professions réglementées spécialisées dans l'immobilier, autres que le notariat, comme les avocats fiduciaires ou les avocats mandataires immobiliers, qui sont 2 spécificités du barreau qui sont apparues ces dernières années et qui sont considérées comme l'avenir d'une partie des avocats plutôt dans le cadre du conseil. Donc cette 4e année mention notariat, bien évidemment, vous avez à la fois des universitaires et des professionnels qui commencent à vous préparer à ces spécificités de cette profession réglementée. Dans l'immobilier, vous avez évidemment des matières qui sont dédiées à l'actif immobilier, tout en gardant bien évidemment une vision un peu plus large, puisqu'on conserve bien évidemment cette vision en fiscalité qui permet notamment en 5e année d'élargir un petit peu le spectre. Donc la particularité de la 5e année, c'est qu'elle est alimentée bien évidemment principalement par cette 4e année, mais comme elle est assez transversale, vous avez la possibilité d'avoir 2 passerelles dont je vais parler tout à l'heure. Donc la 5e année dénommée droit patrimonial et ingénierie financière, comme l'a dit Monsieur Doyen tout à l'heure, va proposer une très belle innovation l'année prochaine, en phase avec bien évidemment l'évolution des métiers. Je pense qu'il est dans les gènes de la faco d'être une entité agile et qui est toujours aux écoutes de l'évolution des professions. Beaucoup de professions
change, hein, les huissiers, les commissaires-priseurs judiciaires deviennent des commissaires de justice, donc on se doit de toujours être en phase avec les besoins et les évolutions des professions juridiques et judiciaires. Donc, on va avoir un cours de médiation, hein, notamment j'étais au palais de justice tout à l'heure où le magistrat nous a dit ben, moi, avant de commencer à me parler, je vous renvoie devant une médiatrice. On était sur des beaux commerciaux. Aujourd'hui, la médiation est devenue une condition de recevabilité des actions. L'idée, c'est de désengorger les tribunaux. Donc, on l'a proposé. Ce sera une avocate spécialisée, médiatrice, hein, très connue sur Paris, qui va mettre en place cette nouvelle matière qui va évidemment garder cette 5e année en phase avec l'évolution des métiers. Donc, ingénierie financière, droit patrimonial, on ouvre le spectre, on se dit que le droit et la finance sont liés, et le but, c'est l'employabilité. Donc, à la fin de cette 5e année, les étudiants sont employables, et d'autant plus qu'ils ont, comme l'a dit Nicolas, fait un mémoire de recherche en 4e année, ils étaient déjà dès la 4e année à la FACO, et en plus, ils sont en stage alterné tout au long de l'année. Alors, je vais même vous dire qu'on a des étudiants qui sont plus qu'en stage alterné, puisque leur stage alterné, c'est un CDD ou un CDI à temps partiel. Donc, ça veut dire qu'ils continuent, et notamment pour ceux qui veulent continuer vers certaines carrières, avocat, notaire, quand vous passez les concours, où vous avez l'obligation d'être en contrat d'apprentissage à la suite de votre 5e année pour aller vers la suite de vos études. Donc, notariat toujours à la fin de cette 5e année. Alors, la 5e année de la FACO ne donne pas un accès direct au notariat, mais comme on a pu vous l'expliquer en filigrane tout à l'heure, la FACO ayant quand même une certaine notoriété, vous avez la reconnaissance interuniversitaire, c'est-à-dire qu'on a des étudiants fréquemment chaque année qui, de 4e année ou en 5e année, peuvent passer dans des diplômes d'État pour ensuite accéder aux professions que la FACO ne leur ouvrira pas directement. Je rappelle que, et Marie-Christine l'a très bien dit, vous avez une équivalence donc, pour passer le concours d'avocat hein, via le diplôme FACO. Donc c'est un arrêté de 1998, toujours d'application, qui fait que beaucoup d'universités considèrent évidemment la 4e année comme équivalent Master 1 grâce à ces arrêtés cet arrêté qui est toujours en vigueur. Donc, ingénierie financière, tous les métiers de la gestion d'actifs financiers. On a des étudiants qui sont aussi dans des cabinets d'audit. Donc, après avoir évidemment échangé avec mes collègues, on a arbitré agilité FACO, donc des passerelles. Alors, des passerelles ne veut pas dire que les étudiants qui utiliseraient ces passerelles internes seraient perdus. Non, au contraire, on s'est dit, bah tiens, il est temps peut-être de se dire en droit privé, c'est généraliste. Est-ce que j'ai pas finalement envie de faire de l'ingénierie financière et du droit patrimonial, ou de se dire, bah, j'ai fait du droit des affaires et j'ai envie d'être gestionnaire d'actifs financiers ou avocat spécialisé en droit des affaires. Donc, bien évidemment, cette dimension patrimoniale et affaires, qui est quand même un repositionnement intéressant cette année, permettra d'avoir des étudiants de divers horizons. Alors, des petites stats, je pense que ça sert un petit peu aussi, ça peut être un peu intéressant. La présente promotion de cette 5e année cette année, vous avez 55% des étudiants qui viennent d'une filière plutôt 4e année ou Master 1 droit patrimonial, 35% Master 1 droit privé et 10% droit des affaires. Et ces étudiants, bien évidemment, sont assez satisfaits de la transversalité qui amène à l'employabilité. Et je ne vous le cache pas, le stage alterné est un élément déterminant aujourd'hui pour les étudiants qui veulent soit, évidemment, ensuite être employés définitivement, arrêter leurs études, et souvent un stage abouti débouche sur un CDI, voire pour ceux qui veulent récupérer et finalement consolider dans le notariat, peuvent passer en master de droit notarial, et évidemment le fait d'être déjà un pied dans la profession est intéressant. Et je rappelle hein, qu'il y a de la possibilité de faire des formations diplômantes dans le cadre de la formation professionnelle continue, et on peut tout à fait, en étant salarié, accéder à ces belles professions juridiques et judiciaires. Voilà, je vais m'arrêter, je vais laisser la parole, je pense, à Marie-Christine ou autre pour continuer à décrire ces belles formations. Merci de votre attention. Alors, on peut peut-être poursuivre sur la formation droit privé. À côté du droit international, bien sûr, et de la formation, donc gestion patrimoniale, qui conduit à cette 5e année de gestion patrimoniale et même de gestion enfin financière, puisqu'on sait très bien que cette 5e année, selon le tableau qui peut peut-être encore à nouveau vous être présenté, on sait très bien que cette 5e année de gestion s'adresse à la fois à une formation de droit des affaires, bien sûr, ainsi qu'à une formation de gestion de patrimoine.
mais il nous reste quand même la formation de droit privé. Alors, la formation de droit privé, elle s'inscrit dans le cadre également, en ce qui concerne la 5e année, d'un partenariat avec l'ISP, c'est-à-dire c'est un partenariat qui a été signé il y a 2 ans maintenant, et cette année, nous avons ouvert pour la première fois un Master 2, donc carrière juridique et judiciaire, en partenariat avec l'ISP, bien sûr, et cette 5e année est bien sûr ouverte, et c'est la suite logique, aux étudiants qui ont choisi au niveau du M1, donc à la FACO, la formation droit privé. Ils font une 4e année de droit privé et ils poursuivent leur 5e année, bien sûr, donc en carrière juridique et judiciaire. Alors, Julia Berman, qui est la directrice de l'ISP, est peut-être en lien avec nous en vocal, Sandrine? En lien vocal, tout à fait. Eh bien, je pense que Julie, il est possible d'intervenir sur… Voilà. Alors, moi, je peux dire quelque chose. C'est qu'on a ouvert cette formation donc, en septembre 2020. Les étudiants ont passé un premier semestre donc, à la FACO, qui consiste véritablement à reprendre les fondamentaux. Donc, ça s'inscrit bien dans la suite d'un Bac plus 4 droit privé, un Master 1 droit privé. Et donc, ils ont repris ces fondamentaux donc, au premier semestre, qui étaient nécessaires, hein, sur différentes matières telles que le droit des biens, le droit de la famille, le droit pénal, le droit public. On a même eu le module de lecture rapide. Donc, on a ces fondamentaux et il y a une technique hein, pour les concours. Il ne suffit pas de connaître la matière, il y a une méthodologie appropriée. On ne s'improvise pas comme ça dans ces concours, il faut être formé. Et le second semestre, effectivement, est là pour former ces étudiants selon le concours choisi. Alors, ça peut être le concours d'avocat, ça peut être le concours de commissaire de police, ça peut être le concours de magistrat. Il y a véritablement plusieurs formations qui peuvent être préparées au cours du second semestre. Cette formation, donc, elle est après le M1 de droit privé. C'est la suite logique au niveau, donc, du Master 2. Les étudiants en sont très satisfaits. On a des retours très positifs de cette formation, qui en plus, qui est assez, on va dire, pas découpé, mais on a quand même un premier semestre à la FACO, avec des professeurs évidemment qui sont de la FACO, bien sûr, et puis ce second semestre qui est délocalisé d'une certaine manière, qui a lieu auprès de l'ISP, et donc là, les étudiants apprécient beaucoup un petit peu aussi ce changement de méthode, une première partie très théorique, et c'est véritablement de l'approfondissement, hein, bien sûr, on part du principe qu'il y a quand même des bases solides qu'on va davantage approfondir, et effectivement, un apprentissage sous forme de méthodologie spécifique au cours du second semestre, et les étudiants apprécient beaucoup. Voilà, je vais laisser parler Julia Berman, directrice de l'ISP, pour nous expliquer un petit peu le principe de la formation ISP. J'ai expliqué le premier semestre. Très bien. Alors, cette formation et cette collaboration que nous avons pris ensemble intéresse vraiment effectivement les étudiants que nous avons eus cette année. Alors, le premier semestre, effectivement, comme vous l'avez dit, Madame Psaume, des fondamentaux. Et au deuxième semestre, une spécialisation, non pas une spécialisation professionnelle, mais vraiment une spécialisation de concours. C'est-à-dire que l'idée, c'est vous choisissez le concours que vous souhaitez passer et vous vous spécialisez sur cette formation et uniquement sur cette formation. Le gros des étudiants se partagent dans le cadre de ce master moitié-moitié sur concours d'avocat et concours de la magistrature, donc moitié-moitié, et une petite exception, quelques élèves sur d'autres concours comme le concours de commissaire de justice, qui est un nouveau concours qui a ouvert cette année, qui est l'assemblage un peu anachronique entre le concours de commissaire-priseur et de huissier de justice. Donc, l'État a créé un nouveau concours qui s'appelle commissaire de justice, donc que 2 élèves ont préparé cette année. Donc, les élèves viennent en deuxième semestre vraiment dans un rythme de classe préparatoire. Le rythme de classe préparatoire, c'est pas le rythme de la fac, c'est pas un rythme de réflexion et d'approfondissement. C'est un rythme forcément extrêmement speed.
L'idée, ce n'est pas de devenir un bon avocat ou un bon magistrat, c'est de décrocher le concours. Et pour cela, le concours ou l'examen, puisque le barreau, c'est un examen, et pour cela, donc un deuxième semestre, donc à partir de janvier, voire même de décembre, un deuxième semestre chaud avec beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'heures de cours, beaucoup de devoirs à rendre. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails sur les horaires, mais un élève, par exemple, qui présente le concours d'avocat, il a 80 concours blancs à passer entre janvier et août. Bien évidemment, en fonction de la temporalité de l'examen ou du concours que vous choisissez de préparer, que ce soit la police, le barreau, la magistrature, commissaire de justice. Il y en a qui avaient pris direction pénitentiaire. Enfin, selon le concours que vous choisissez de préparer à l'ISP, vous avez forcément une temporalité différente. Le concours de magistrature, c'est en mai, le concours d'avocat, c'est en septembre. Donc, le second semestre, pour ceux qui ont choisi de préparer l'examen d'avocat, va bien évidemment continuer tout l'été jusqu'au mois de septembre. Donc, un travail intensif avec des professeurs de l'ISP, quelques professionnels, mais essentiellement des universitaires. L'idée n'est pas d'être, je vous le répète, hein, c'est vraiment important, n'est pas de faire de vous des bons magistrats ou des bons avocats, c'est vraiment de vous amener à la réussite d'un concours. La réussite d'un concours, c'est du travail, bien évidemment, c'est maîtriser un programme, bien évidemment. Donc, on vous fournit des polycopiés remis à jour tous les ans qui couvrent l'intégralité du programme, mais et c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est surtout une méthodologie. On ne traite pas le même sujet, que ce soit en culture générale ou en droit, on ne traite pas le même sujet selon le concours que l'on passe. Pour le même cas pratique, par exemple, de droit pénal ou de procédure ou de droit civil, dans le cadre du CRFPA, on vous apprendra à être critique sur les arrêts de la Cour de cassation pour avancer, pour aller plus loin. Bien évidemment, quand on passe le concours de la magistrature, on a ce qu'on appelle la pensée de Bordeaux. On n'est bien évidemment jamais critique envers des magistrats et encore moins envers la Cour de cassation, qui est le dieu du droit pour les magistrats. Donc, il ne s'agit pas seulement de maîtriser un programme, il s'agit aussi d'en maîtriser la méthodologie spécifique du concours. Quand vous passez le concours de commissaire de police, vous êtes corrigé par des policiers. Quand vous passez le concours de magistrature, vous êtes corrigé par des magistrats. Quand vous passez le concours d'avocat, vous êtes corrigé par des avocats principalement et surtout des universitaires. Donc, en fonction du correcteur qui s'adresse à vous, bien évidemment, la méthodologie est différente et c'est ce qu'on essaye de vous apprendre pendant ce second semestre. Voilà, si vous avez des questions. Alors, peut-on passer le CRFPA après un M1 à la FACO? Oui, tout à fait. Quel est votre volume horaire de ce Master 2 carrière judiciaire? Alors, au deuxième semestre, le volume horaire, il est très différent selon le concours que vous passez. Je vous propose de vous laisser mes coordonnées par mail. Je ne sais pas si ça peut s'afficher ou si je peux vous les donner. Ou sinon, vous allez sur le site Prépa ISP et vous allez dans Contact et vous posez toutes les questions que vous voulez par rapport au concours spécifique, OAU ou au AUX, au concours spécifique qui vous intéresse et je vous dirai un petit peu comment se passe, quel est le volume horaire de ces concours. Merci Julie, c'était très clair. Est-ce que quelqu'un veut rajouter autre chose? Sinon, il y a une ou deux questions là. Marie-Christine, vous voulez dire quelque chose? Non, je trouve que ça a été très clair. Et l'esprit de cette formation est manifeste, il a été bien expliqué. On prépare un concours, donc il y a forcément à terme c'est professionnalisant bien sûr, parce que si on a un concours, on sera dans la vie professionnelle. Mais il y a ce passage nécessaire et indispensable, et c'est véritablement l'objectif de cette formation Master 2, carrière judiciaire et carrière juridique. On a eu une question sur le volume horaire. Alors, au premier semestre, sur les cours, on est sur 160 heures. Voilà. Attention, 160 heures d'heures de cours. Il y a les heures induites, bien sûr, c'est-à-dire il y a tout le travail, effectivement, puisqu'on va demander un travail à réaliser, mais ça permet véritablement pour ces étudiants d'avoir un champ libre pour approfondir les données, bien sûr, qui sont transmises. On donne des lectures pour vraiment les enrichir et afin de mieux aborder les exigences méthodologiques qui leur seront enseignées au second semestre. Voilà, j'ai fini.
Il y a une question, c'est tous les concours sont-ils accessibles après la FACO, bien que le MDE ne soit pas reconnu comme diplôme d'État? Est-ce qu'il y a des portes qui sont fermées quand on a un diplôme FACO non reconnu? Est-ce qu'il y a des équivalences? Ça dépend. Le problème du barreau ne se pose pas. Il y a aussi maintenant, par rapport à certaines fonctions, les critères pour présenter un concours ne sont pas forcément liés à un diplôme qu'on appelle le diplôme national de master. On peut avoir dans les critères ce qu'on appelle diplôme national de master ou diplôme équivalent. À partir du moment où on a un diplôme équivalent, la FACO a pu envoyer certains de ses étudiants, effectivement, à passer certains concours. Alors, le problème, c'est que les législations changent un peu chaque année. Donc, il faut quand même un petit peu vérifier, effectivement, ce qui est exigé. Mais il y a quand même des concours qui s'ouvrent, effectivement, et on voit très bien, d'ailleurs, dans les critères pour présenter ce concours, soit un diplôme national de master, on a même le diplôme étranger. Voilà. Ou alors on a tout autre diplôme sanctionnant 5 années d'enseignement, soit en droit ou autre, et qui va être apprécié pour savoir s'il peut avoir une équivalence. Je peux peut-être préciser quelque chose? Oui, bien sûr. Pour être notaire, il y a la voie professionnelle. Oui, absolument. On avait peu d'étudiants qui l'ont proposé. On a une étudiante qui a été prise à l'appui uniquement de sa 5e année FACO à l'Institut des métiers du notariat pour devenir notaire par la voie professionnelle. Donc, elle n'est pas passée par une université d'État. Donc, c'est au bon vouloir finalement des interlocuteurs. Et c'est vrai que d'avoir 55 ans ou 56 ans d'expérience et d'avoir des étudiants qui sont assez bien préparés puisqu'individualisés, ça permet aussi d'avoir un réseau de reconnaissance automatique qui est assez opportun et assez efficace. Tout à fait. C'était la très bonne nouvelle de cette étudiante qui a pu intégrer la voie professionnelle parce qu'il y a une voie universitaire et une voie professionnelle. Voilà. Sachant que la voie professionnelle a été ouverte à cette étudiante, sachant que la formation avait été créée 2 ans auparavant. Donc, ce n'était pas non plus très ancien. Oui, c'est vrai. Très bon signe pour l'avenir. Voilà, c'est ça. On a une question. Quels sont les critères de sélection pour intégrer un M1? Est-ce que M. Thévenon veut répondre ou Marie-Christine? Écoutez, je vais y aller. J'ai procédé au recrutement pendant des années. Donc, alors, souvent, on se dit, est-ce que le fait d'avoir une licence un peu juste, bon, c'est sûr qu'il faut une validation de licence et il faut faire très attention à la réforme qui est appliquée dans son établissement d'origine quand on vient de l'extérieur. On sait très bien qu'aujourd'hui, et la plupart des étudiants qui sont connectés le savent, il ne suffit pas aujourd'hui d'avoir 10 à sa licence pour considérer qu'on l'a validé. Il y a une réforme qui date de 2017, qui est appliquée progressivement par les universités et qui consiste à dire la licence ne sera validée que si le bloc fondamental du premier et du second semestre sont validés par la moyenne générale de 10. Donc, on a des étudiants qui ont 10 de moyenne générale à la licence, mais qui n'ont pas 10 au bloc fondamentaux et donc qui ne sont pas pris effectivement en M1 dans leur université d'origine et qui se demandent et qui envoient des mails pour savoir si la FACO les prendrait. La réponse est non. Ce n'est pas possible. Il y a une exigence de validation ferme et définitive, bien sûr, avec une attestation de réussite, forcément du niveau licence. Alors, une fois que ça c'est acquis, on a bien une licence bien validée, l'étudiant va envoyer son dossier. Alors, on met toutes les notes, on va regarder les notes, on va regarder un peu ce que vous avez fait pendant des années, mais il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se dire j'avais 10 en première année, j'ai eu 10,5 en deuxième, en troisième année, j'ai légèrement augmenté. Non, c'est vraiment une analyse d'ensemble où on voit la progression et surtout, les étudiants vont passer un entretien et l'entretien est très utile parce qu'il permet de découvrir, bien sûr, l'étudiant et il permet aussi à l'étudiant de comprendre ce qu'on lui propose aussi en termes de formation et en termes d'exigence. Donc, il y a un premier passage qui est le dossier écrit,
conditionner largement la validation de la licence. Mais il y a cet entretien, il faut le prendre effectivement très au sérieux, puisque on va analyser aussi l'implication, la motivation. On a des étudiants qui valident, on va dire, je vais dire de façon très juste, mais bon, presque juste leur licence, mais qui ont une telle envie de réussir, de bénéficier d'un encadrement, qui comprennent aussi, parce qu'on évolue en âge et on ne pense pas toujours la même chose entre 18 et 21 ans, et qui comprennent l'enjeu des formations académiques qu'on leur propose. Et quand on passe l'entretien, on le sent ça. Et ça, ce sont des étudiants que l'on pourra effectivement prendre. Voilà. Donc, il ne faut pas penser que tout est conditionné par les notes obtenues aux examens. Ça joue. On ne va pas dire le contraire, mais la motivation, l'implication, la volonté de l'effort, la volonté de poursuivre, la compréhension du système développé à la FACO, l'acceptation des règles de la FACO, c'est-à-dire des règles d'encadrement et d'accompagnement, sont des critères extrêmement importants dans le choix des étudiants. Alors après, Vincent Thévenon l'a dit, on ne peut pas prendre 1000 étudiants. Donc forcément, au niveau des formations master, il y a quand même beaucoup de demandes chaque année. Donc, effectivement, voilà, c'est un petit peu… il peut y avoir des déceptions, bien sûr, hein, c'est évident. Mais voilà, il ne faut pas penser que des notes justes ne permettront pas une sélection. Voilà, ça va dépendre aussi du contenu et de l'échange substantiel de l'entretien oral. Voilà. Je peux peut-être rajouter quelque chose, si je peux me permettre? Ah, bien sûr. Dans le prolongement de ce qu'a dit Marie-Christine, je pense que la FACO, c'est un accélérateur d'études peut-être, ou un tremplin, parce que ça a été, vous l'aviez dit, Madame Cher, en introduction, c'est que c'est une petite structure avec des suivis étudiants, avec des enseignants extrêmement accessibles, et qui suivent aussi, qui conseillent, hein, puisqu'il y a des professionnels, donc l'étudiant souvent se projette en disant « Ah ben, je pourrais peut-être devenir comme cette personne, etc. » Donc du coup, ça permet des étudiants qui étaient peut-être un petit peu perdu dans la masse des grosses structures, de se retrouver à l'aise, de retrouver peut-être de l'énergie positive, un bon moral pour ensuite finalement upgrader un petit peu leur niveau et puis après pouvoir récupérer des notes consolidées. Mais puis on n'est jamais prisonnier de la FACO, les gens passent, les structures restent comme on dit, et c'est vrai qu'on n'est pas, on est toujours sensible aussi à des étudiants parce qu'on ne propose pas tous les programmes, qui veulent partir, évidemment, on n'hésite pas, si l'étudiant est de qualité, à faire des lettres de recommandation. Et il y a un vrai suivi, ce qu'on appelle la notion de professeur référent, on ne va pas rentrer dans le détail, mais je pense que c'est important. Donc, c'est un accompagnement qui permet d'accélérer, d'arriver à votre projet professionnel ou de recherche, si des personnes veulent aller plus en avant dans leurs études à la fac. Voilà. Et moi, c'est une petite aparté. Moi, j'aborderais bien juste un petit point quand même un peu plus administratif, mais qui peut quand même être intéressant, c'est quand commencent les inscriptions en 4e et 5e année, peut-être même pour les réinscriptions, enfin les inscriptions en interne, et donc inscriptions externes évidemment, et quelles sont vos capacités d'accueil dans chaque formation à peu près? Voilà. Qui veut, Monsieur Thévenon, peut-être, pour la partie administrative? Je vais céder la parole à Nicolas avant, qui a levé la main et qui voulait intervenir et rebondir sur les propos d'Alexandre Levillain. Oui, je vous remercie, monsieur. Je vais être rapide. Effectivement, concernant les propos de monsieur Levillain, moi, je me permets de constater que, effectivement, je suis à la FACO depuis ma première année de licence, mais j'ai pu voir, en particulier concernant les étudiants qui venaient de l'extérieur, le véritable apport des petits effectifs et de l'encadrement suivi très sérieux. Ça change beaucoup lorsqu'on arrive d'une grosse université, y compris en 4e année de droit. Le suivi fait la différence. Évidemment, ce qui fait aussi la différence, j'en ai parlé, c'est le degré d'investissement et d'appropriation des matières qu'on demande en 4e année. Mais les petits effectifs, c'est quelque chose qui est véritablement très utile, ce qui permet une grande proximité avec les enseignants, ce qui est pratique évidemment dans un cadre pédagogique, mais aussi en termes de réseau, pour échanger avec les enseignants, pour découvrir peut-être des parcours, des vocations, des expériences. C'est en dehors de l'aspect pédagogique quelque chose de très intéressant. Monsieur Levillain a parlé des lettres de recommandation. C'est évidemment beaucoup plus simple d'en obtenir lorsqu'on arrive dans des effectifs à 15-20 étudiants, à nouer une vraie relation avec les enseignants plutôt que dans des grosses structures. Ça, c'est un véritable acquis. Je me permettrai notamment de citer un exemple.
je parlais du mémoire tout à l'heure. Il faut savoir qu'à la FACO, il y a un premier rendu de mémoire qui est demandé en janvier, ce qui permet d'éviter que les étudiants s'y prennent au dernier moment. Dans d'autres facs où il y a des mémoires, y compris parfois en 4e année, ce qui n'est pas très fréquent, il n'y a pas forcément cette étape-là. Je peux vous assurer qu'ayant comparé avec des amis qui sont dans d'autres types de structures, le fait, dès le début, de devoir donner un sujet de mémoire très tôt, de devoir donner un premier rendu de mémoire, évidemment un rendu partiel, en janvier, avec une note incluse dans le premier semestre, etc., ça permet de ne pas décrocher. Le fait qu'on ne soit pas nombreux fait aussi qu'on se connaît, on se connaît tous personnellement, on s'est déjà côtoyés, on a déjà tous échangé. Et ça permet vraiment des liens qui ensuite sont utiles et féconds. Et dans le contexte très particulier que l'on connaît avec les enseignements en distanciel, il y a très peu de décrochage en réalité à la FACO par rapport à d'autres structures. Moi, c'est ce que je constate en master, mais c'est aussi ce que je peux constater en L3, parce que je connais pas mal de monde encore en licence. Il y a très peu de décrochage parce que comme on n'est pas très nombreux, comme on se connaît bien, parce que les étudiants connaissent les professeurs, ça facilite vraiment. Et ça, c'est un véritable moteur de réussite. Quand M. Le Villain parlait de tremplin, je crois que le terme est vraiment à dessein et on le constate en tout cas. Moi, je le constate après des années à la FACO, c'est quelque chose qui saute aux yeux, effectivement. Ok, donc je reprends la parole pour essayer de répondre à vos questions. Sandrine. Je voulais intervenir une minute. Oui, allez-y, oui, pardon. Question. Merci beaucoup, M. Thévenin. À l'ISP, par exemple, pour le concours de la magistrature de cette année, à peu près 60% des magistrats qui ont été nommés étaient passés par la formation ISP. Et à l'ISP, nous ne faisons pas de sélection d'entrée. Donc, dans le cadre de ce master que nous avons organisé, FACO et ISP, il n'y a pas de sélection d'entrée à partir du moment où vous avez un master 1 validé. Pourquoi? Parce qu'avec du travail, quelle que soit l'université de laquelle vous venez, bon, on privilégie bien sûr les élèves de la FACO, mais quelle que soit l'université de laquelle vous venez, si vous vous mettez à travailler beaucoup avec un rythme de classe préparatoire, tout est tout à fait jouable. C'est très vrai pour le barreau. Hein, un élève qui bosse, il peut le décrocher. C'est aussi vrai pour la magistrature à partir du moment où vous consacrez votre deuxième semestre, c'est-à-dire en gros de janvier à mai, puis encore sur l'été pour après préparer l'admission, complètement à travailler. Donc, sur ce master-là, nous ne faisons pas de sélection à partir du moment où vous avez un diplôme de master 1 français obtenu complètement. Voilà, c'était une petite précision. Alors, merci Julie pour cette précision. D'ailleurs, j'en profite pour dire que l'inscription à cette formation de 5e année carrière judiciaire FACO ISP se fait auprès de l'ISP. Contrairement aux autres qu'on vous a présentés ce soir, qui se font auprès de la FACO sur dossier. Donc cette année, l'an dernier, on est monté, donc pour parler de capacité, on est monté sans doute un peu haut en termes de nombre d'étudiants sur toutes les 4e années confondues. On sera beaucoup plus vigilant et attentif et donc sélectif pour cette année, et sur les 4 années en dehors de celle de l'ISP qui s'inscrit chez l'ISP, on n'ira pas au-delà de 80-75. Voilà, 75-80. Donc ça vous donne un ordre de grandeur. C'est aux alentours de 20, peut-être un tout petit peu plus par promo pour les 4e années et pour les 5e années. Voilà. Donc ça veut dire, comme dans toute université ou faculté privée, un processus de sélection sur dossier qui sera étudié avec des admissions, des listes d'attente et peut-être des refus. Voilà. L'ouverture des candidatures se fera début avril, a priori aux alentours du 6, et on donnera les réponses un peu plus tardivement quand on y verra un peu plus clair sur l'évolution de la situation, puisque l'évolution de la situation, même si elle est conjoncturelle, laisse à penser que la rentrée du mois de septembre pourrait, pourquoi pas, continuer à nous imposer des jauges. Voilà, donc on sera un peu plus vigilant que l'an dernier sur les effectifs. Des jauges qui ne nous ont pas empêchés de septembre jusqu'à fin octobre de faire du 100% présentiel. Voilà. Peut-on répondre à la question, et je pense qu'on va du coup revenir un peu sur le M1 droit des affaires, prépare-t-il également au CRFPA? Et sinon, en tout cas pour quelqu'un qui voudrait présenter donc ce concours, quelle formation est la mieux adaptée? Toutes elles sont, dès que vous avez une 4e année FACO, quelle qu'elle soit, vous pouvez passer il y a l'arrêté 98 qui vise le diplôme de la FACO,
spécifiquement. Ça s'appelait la faculté co-gérée à l'époque. Donc, vous pouvez, quelle que soit la 4e année, vous pouvez passer le concours du barreau. Et enfin, je pense que Marie-Christine sera d'accord avec moi. Vous allez colorer aussi un CV qui va être important quand vous aurez le barreau. Vous aurez l'obligation d'être en stage à un moment donné chez des avocats. Donc, il faut aussi montrer, en fonction de la spécialité du cabinet, que vous avez les prérequis de par votre 4e et éventuellement 5e année. Bon. Merci Alexandre. Apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Oui, Alexandre a bien répondu. Toutes les années forment au barreau. Alors peut-être que les étudiants se disent « Oui, mais pour mettre toutes les chances de mon côté, est-ce qu'il vaut mieux que j'aille en droit des affaires, en droit international ?» Bon, ça dépend un petit peu, hein, l'option choisie. Donc, quand on s'inscrit au concours du barreau, bon, il y a des épreuves bien sûr incontournables que sont la note de synthèse, le droit des obligations. Alors après, c'est vrai qu'on peut choisir sur les types de procédures, si c'est procédure civile, pénale ou contentieuse, mais après, on choisit des matières. Mais on va quand même dire que c'est vrai que, et il faut être honnête, passer effectivement par la formation ISP est aussi une très bonne solution, bien sûr, puisque le but de cette formation M2, c'est aussi de pouvoir préparer à la méthodologie. Voilà. Mais attention, les autres Master 2 forment aussi très très bien au barreau. Et d'ailleurs, on a chaque année des étudiants et les autres années précédentes, et depuis des années, on a des étudiants qui réussissent le barreau directement en sortant de la faco. Voilà. Donc, alors pourquoi? Parce qu'on a un taux assez intéressant en termes de réussite, parce que les formations master à la faco ont toujours eu ce souci de proposer des matières fondamentales à approche théorique pure et assez solide, mais de proposer également des gammes optionnelles qui vont aussi ouvrir, permettre d'étendre sa culture générale. Il y a des exercices pratiques, les professeurs posent des cas pratiques qui sont pris directement dans les annales. On a des professeurs qui proposent des sujets de synthèse. Donc, il y a quand même une préparation à la fois au niveau de la 4e année, au niveau de la 5e année, qui s'inscrit quand même dans ce qui pourrait être demandé dans ce type de concours. Donc, en fait, oui, toutes les formations préparent. C'est vrai que la formation avec l'ISP est peut-être un peu plus spécifique. Surtout, si je peux rebondir, le format que vous avez choisi pour la formation ISP et FACO, c'est très bien parce qu'il y a très peu de prépa qui, en plus, sont intégrés dans un diplôme. Donc, c'est vraiment, je crois que le seul type de programme qui propose ça, c'est quand même un sacré accélérateur. C'est tout à fait vrai. Qui changerait d'avis presque, qui dira finalement je ne passe pas le concours, exactement. Qui aurait peut-être pas eu la possibilité de l'obtenir, ils ne sont pas au bord de la route non plus, c'est important. Oui, parce qu'ils ont quand même fait une formation, voilà. Et on a ce type de formation sur certaines universités publiques. Alors, je vais prendre un exemple qui est complètement en dehors du droit, mais par exemple en philosophie, à Paris 1, on a des formations qui s'intitulent philosophie prépa agrégation. L'étudiant prépare l'agrégation au niveau de son master 2. S'il n'a pas l'agrégation, il a quand même le master 2. Voilà, c'est un peu l'idée. Voilà, c'est pour ne pas perdre complètement une année. Donc, ça reste quand même une formation diplômante, puisqu'elle d'abord, elle permet de délivrer des crédits européens, mais elle permet en même temps, effectivement, de passer un concours. Donc, la formule est assez intéressante. Voilà, donc... Il y a une question, Marie-Christine. Un étudiant demande si, quand on est étudiant étranger admis en master en droit des affaires, à la FACO, il est possible de passer l'examen, comme tout le monde, d'entrer au CRFPA. Alors, oui, et ça, Julia Berman peut y répondre si elle est présente. Attention, les questions de nationalité, effectivement, sont des critères pour certains concours, mais pas tous les concours. On sait très bien qu'en droit français, la fonction publique n'est pas accessible, bien sûr. Alors, il y a des nuances, il y a des limites, il y a des domaines, on ne va pas rentrer dans le détail, mais certains concours de la fonction publique ne sont effectivement pas ouverts aux ressortissants étrangers. En ce qui concerne l'examen du barreau, la nationalité n'est pas un obstacle. La nationalité étrangère n'est pas un obstacle, donc un étudiant étranger peut tout à fait passer le concours du barreau.
Oui, alors je confirme, les concours de la fonction publique sont globalement tous non accessibles à des étrangers, globalement tous, à quelques très rares exceptions sur dossiers très sélectionnés. Le barreau, l'examen du barreau est tout à fait ouvert, quelle que soit votre nationalité. Faut-il avoir un français impeccable et une syntaxe impeccable? Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais faut-il avoir une syntaxe impeccable? Absolument. Si je peux me permettre, il y a une dimension, que je sors un petit peu du sujet, qu'on a peut-être pas oublié, c'est qu'il y a quand même un renforcement en langue étrangère. Et vous avez en 5e année des cours de spécialité par des professionnels, c'est pas des verbes irréguliers, hein, c'est de l'anglais juridique, de l'anglais du patrimoine, de l'anglais barreau, etc. Donc des professionnels anglophones viennent vous donner des cours de spécialité. Et en finance aussi, il y a des cours en anglais aussi, pour vous montrer qu'on est au-delà du cercle franco-français. Le droit français, oui, s'applique surtout en France, mais aussi on a, et Marie-Christine le sait mieux que tout le monde, la notion de droit international qui est très importante. Et donc les langues, je crois qu'il y a de l'anglais, de l'espagnol et de l'allemand en présentiel, enfin je veux dire proposé par la FACO, et c'est important de voir ça. Donc on a un groupe de profs d'anglais classiques, mais de professionnels, un avocat, j'en sais rien, californien, qui viendrait faire des cours en anglais spécialisé aux étudiants, et ça c'est important. C'est d'autant plus important que dans tous les concours de la fonction publique, pratiquement, en tout cas tous les concours catégorie A et A+, et au barreau, une langue vivante est obligatoire. Depuis quelques années, c'est l'anglais qui est obligatoire pour le concours de magistrature. Et depuis cette année, c'est-à-dire pour 2021, à partir de 2021 pour l'examen du barreau, l'anglais devient obligatoire et les autres langues ne sont plus possibles. D'accord. D'accord. Voilà ce que l'on peut dire sur nos formations. Alexandre et... Je ne sais pas si éventuellement, Sandrine, tu pourrais peut-être faire un post plus tard avec nos adresses mail FACO, parce que je pense que ça peut être intéressant de créer un lien après, ce qu'on appelle. Oui, bien sûr. Là, et pour aller plus loin, parce on a des questions sur des gens qui veulent se présenter leur dossier, s'ils veulent des renseignements complémentaires, mais le site de la FACO est assez clair et assez convivial pour avoir les infos. Hein. Si on cherche un petit peu, on arrive à avoir toutes les informations. Ceci dit, s'il y a des questions, vous pouvez aussi écrire à info@facoparis.org. Voilà, ça apparaît sur l'écran. Et éventuellement, moi, je relayerai ensuite auprès de chaque professeur voilà, pour avoir la réponse. Et donc, à bientôt à tous ces futurs étudiants facosiens. Et encore une fois, n'hésitez pas à venir voir le site et à voir nos posts Instagram et Facebook et à liker, ce serait sympa. Voilà, et bon courage.